Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, enfin pour la grande review de WrestleMania 37. Ça y est, c'est passé. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, puisque évidemment le show sur 2 nuits, forcément ça fait beaucoup de choses à voir et à reviewer, hein, puisque ça fait à peu près 6 heures, 6 heures et demie, pas loin de 6 heures et demie de show, en enlevant évidemment tous les packages, vidéo packages, le temps perdu dans la nuit 1, hein. Je vais pas trop m'attarder sur les problèmes météo, hein. De toute façon vous avez bien vu ce qui s'était passé, mais j'étais un peu inquiet pour la nuit 1, hein, il faut le dire. J'avais peur qu'elle soit carrément retardée, enfin même voire annulée. Heureusement ça s'est bien passé, ils ont quand même eu de la chance au niveau météo. La nuit 2 par contre, voilà, j'étais un peu moins inquiet et effectivement ça s'est bien passé. Ça a pu commencer à l'heure. Voilà un peu pour le point météo, même si dans ma vidéo pronostic je vous disais que ça allait s'annoncer plutôt bien au niveau météo. Ben, en fait ça s'est dégradé dans le courant de la semaine. Les annonces étaient vraiment pas bonnes. Les orages étaient en train de se rapprocher, quoi. Voilà, enfin en tout cas au moins ça a eu lieu et ça s'est bien passé. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Il a fallu protéger évidemment les spectateurs, les évacuer, faire des interviews un peu non scriptées, hein, notamment voilà, de la part de plusieurs lutteurs, plusieurs performeurs, notamment voilà, les plus chevronnés, hein, qui ont essayé de se donner à l'exercice. Voilà, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour meubler, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc on a commencé le show la nuit 1 avec 40 minutes de retard quand même. Donc on a meublé, mais ça s'est plutôt bien passé. Pour le début, donc on a Vince McMahon, hein, sur qui est venu pour faire l'intro avec tout le roster derrière lui, enfin autour de lui, donc une image forte, pour nous dire évidemment, pour nous souhaiter et nous dire Welcome to WrestleMania. Voilà, l'hymne américain, replay en pleurs, hein, on a pu la voir en pleurs, hein, la craquer. Clip introductif, hein, qui était très réussi, avec de l'humour aussi, hein, beaucoup d'humour, et un retour aussi sur le clip de l'année dernière, avec aussi des images du présent et du passé. Un clip qui donnait bien envie et qui hypait bien avant le début du show. Voilà donc, et à un moment donné on a vu aussi Michael Cole et Samoa Joe en impair, hein. C'était une image bien drôle, mais les gens ont pu revenir après. On a eu aussi un face-off entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, hein, qui ont failli en venir aux mains. Donc tout ça c'était improvisé, c'était plutôt pas mal. On a vu aussi les New Day au complet avec Biggie. On a vu Strowman, Shane McMahon, Kevin Owens, Bianca Belair, Seth Rollins, John Morrison et le Miz. Voilà, ils ont vraiment meublé comme ils pouvaient. Et on a enfin vu donc les premières personnes à rentrer sur la rampe. Enfin en tout cas en haut de la rampe. Ben, c'est Titus O'Neil en premier. Et seulement Hogan en deuxième, donc les deux hosts qui n'arrivent même pas en même temps. C'est quand même un symbole fort de ne pas faire venir Hogan en même temps que Titus, hein. Hein. Je pense qu'on aura bien compris le symbole derrière tout ça. D'ailleurs, hein, voilà, un duo qu'on aura vu à plusieurs reprises durant la nuit 1 et la nuit 2, et ça aura vraiment pas du tout matché entre eux. C'était le malaise total. On sentait bien que les deux ne pouvaient pas se blairer et que voilà, c'était limite, ils ne se regardaient pas pendant les échanges. C'était deux personnes qui parlaient individuellement, quoi, et non pas deux personnes qui étaient en échange. Il n'y avait pas un véritable échange. Que C'était très bizarre, c'était ce duo entre les deux gars de Tampa, hein, en fait, hein. Enfin, ce sont deux gars du coin, donc forcément, voilà, c'était aussi ça l'idée. C'était de mettre deux gars du coin, mais avec une autre symbolique, bien entendu. Moi, j'y ai plus vu un espèce de travail d'intérêt général pour Hogan, hein, par rapport à tout ce qu'il a pu, à toutes les casseroles qu'il a pu se trimballer dans le passé, hein. Voilà, on reviendra pas là-dessus. En tout cas, Hogan a eu pas mal de huées, hein, il faut le dire. C'était pas, il est nul des prophètes en son pays, comme on dit, mais alors là, c'était vraiment, au moins le public il a suivi, hein. Il a suivi un peu l'avis général, hein. C'était vraiment pas la joie pour Hogan. Alors que Titus, évidemment, lui, avec tout son travail caritatif, hein, le Warrior Award qu'il a gagné, il a été beaucoup mieux accueilli que ça. Allez, on va passer tout de suite à l'opener qui avait été annoncé finalement quelques jours avant. C'est, comme je l'avais prédit dans ma vidéo pronostic, et c'est le bon choix. C'est Drew McIntyre contre Bobby Lashley. C'est le bon choix. Ça permettait à Drew McIntyre d'être le premier homme à monter, vraiment à prendre la rampe, hein, du début à la fin, et avec voilà, pour avoir la première pop du public. C'était vraiment un bon choix et évidemment aussi un cadeau pour l'année magnifique que vient de nous fournir Drew McIntyre, hein. Voilà, il n'y a vraiment pas de contestation possible. Il a mérité cette première entrée. Le match aura été quand même assez long, 18 minutes 20. Donc on leur a laissé du temps.
On a vu Drew McIntyre qui a tenté des soumissions à plusieurs reprises, hein, un peu comme il avait fait sur Roman Reigns au Survivor Series, hein, ça lui arrive pas souvent. Hein, il avait notamment tenté plusieurs Kimura Lock, mais même une qu'il avait tenté de la troisième corde. Voilà, et même beaucoup aussi de belly to belly, hein, overhead suplex de sa part, hein, des belles finlandaises. Bien vu aussi de la part de Drew qui avait botché son future shock DDT et qui du coup a improvisé en faisant un deuxième et même un troisième un peu à la façon Guerrero quoi, Guerrero style mais à sa façon à lui quoi. Et voilà, c'était une bonne façon d'improviser, j'ai trouvé. Un chouette topé con hilo aussi de sa part, hein, ce dive de la troisième corde, enfin en prenant de l'élan directement sur MVP et Lashley à la fois. C'est quand même pas mal pour un mec de son envergure. Le tournant du match, hein, c'est quand il y a une tentative de Claymore de la part de Drew, mais MVP qui le distrait un petit peu, juste suffisamment pour que Drew fasse son Claymore dans le vide, et que Lashley enchaîne avec une Hurtlock longuement appliquée, et là on entame une longue phase de suspense pour savoir si Drew pouvait se dégager ou non, hein, ce qui aurait été une première, mais rien à faire. Lashley ne relâche jamais l'étreinte et Drew s'évanouit sans abandonner. Lashley conserve donc son titre. Là, c'est la stupeur, la grosse surprise. C'est vraiment le choc dans le public et moi aussi je le suis choqué hein, en live, il faut le dire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Du coup, on n'a pas de feel good moment hein, pour entamer le show et pas de WrestleMania moment pour Drew quoi. C'est triste pour lui quoi, parce que évidemment par rapport à l'an dernier, on aurait aimé qu'il puisse refaire en mieux ce qu'il avait fait l'année dernière quoi. Et donc bah à part la première entrée voilà avec la petite pop qu'il a eu au début, il aura eu que ça, c'est bien dommage quoi. Et ça finalement ça me rappelle un peu Lesnar lorsqu'il avait conservé son titre face à Reigns à WrestleMania 34 où ce que tout le monde voyait Reigns récupérer le titre. Et en fait, c'est pas arrivé, et Lesnar a fini vainqueur. C'était un peu aussi la stupeur, ça m'a fait un peu penser à ça, quoi. Le duo Lashley MVP, du coup, bah, semble vraiment plaire à Vince, hein, et le split du Hard Business est d'autant plus, du coup, dommage, avec un Lashley qui est toujours champion, quoi. Le clan aurait pu tout à fait rester complètement paré d'or autour de Benjamin et Alexander, champions par équipe, quoi. Mais malheureusement, voilà, Vince en avait eu marre de ces deux-là, hein, et ça, moi, ça me fait chier, quoi. Et puis, lorsqu'on regarde la bataille royale d'André le Géant qui a eu lieu à SmackDown, là, Alexander et Benjamin, ils ont été sortis quasiment au début, hein. Ils ont éliminé Tucker, et puis là, tout le monde s'est jeté sur les deux, là. Bon, comme si c'était des menaces, tout à coup. C'était bizarrement réalisé, d'ailleurs, ce truc. Et ils ont été sortis de la bataille royale, quoi, directement, quoi. Ils n'auront même pas eu les honneurs aussi d'une intervention à WrestleMania quoi. Donc moi je continue de soupçonner un problème en interne, notamment Alexander hein, qui avait déjà eu des problèmes avec Vince. Donc moi je pense qu'il y a eu quelque chose. C'est pas possible un dépush pareil en si peu de temps. Alors que c'était les rois du pétrole il y a encore un mois et demi quoi. C'est incroyable quoi. Incroyable un dépush pareil en si peu de temps. Incroyable. Donc, on pourra dire voilà au moins que Bobby Lashley pourra continuer son règne. Voilà, c'est cool pour lui aussi parce que c'est vrai il a bien bossé, il a fait un gros run là, il était booké fort. Donc voilà, il peut aussi mériter d'avoir un règne un peu plus long. Mais effectivement, je reste déçu pour McIntyre quoi par rapport à tout à l'année qu'il a produite et il aurait mérité une petite cerise quoi, voilà, une petite cerise sur le gâteau avec la célébration, la ceinture, le feel good moment pour bien lancer le show quoi. C'est bien dommage. Sinon le match en lui-même il est vraiment bon. Je l'ai trouvé assez old school au début hein, et même après, même dans son cheminement, c'était brutal, enlevé, il y avait du suspense. C'était un bon bourre-pif quoi, un bon bourre-pif des familles pour lancer le show vraiment de la meilleure des façons, même si évidemment bah oui voilà, le feel good moment n'est pas au rendez-vous quoi, hein, malheureusement. À noter qu'il n'y a pas eu un seul Claymore de la part de Drew, hein, c'est étonnant aussi. Alors là, j'aurais jamais misé là-dessus, hein, le fait que Drew ne parte aucun Claymore et surtout ne perde le match quoi. J'ai été surpris. Mais c'était un solide match. Je lui ai donné quand même un 4 étoiles, donc c'est quand même une très bonne note. Voilà. Et la mise en route a été un peu difficile pour ma part, parce que c'est vrai que et le retour du public, évidemment, qui faisait beaucoup de bien. Ça faisait du bien de le voir, le public, évidemment. Mais donc un peu cette émotion, se remettre dans le bain, finalement, d'un show en live avec du public. Et du coup, j'étais pas encore bien rentré dans le match. Et au fil de l'eau, je suis rentré dedans, et là... Franchement, j'ai apprécié ce match, donc 4 étoiles. Hein, the numbers don't lie. Hein. Allez, on va passer tout de suite au match suivant. Un turmoil match, donc avec toutes les équipes qui avaient été annoncées. Et donc, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, hein, ça avait fuité
Billie Kay et Carmella ont bien été ajoutés au match, comme ça avait été aussi teasé dans le dernier SmackDown. Donc pas de surprise, parce qu'une bagarre générale avec les filles là backstage avec les tag teams, et on a vu que Billie Kay et Carmella qui étaient là aussi. Donc bon, là ça faisait plus guère de doute, et puis ça a été annoncé un peu plus tard. Donc on arrive bien avec 5 équipes. Pour s'affronter, parce que 4 équipes ça me paraissait impossible, donc voilà, pas de logique. Par contre, pas de 6ème équipe à noter hein, et à signaler, pas de surprise, donc pas de Bella Twins, de Bayley avec Becky, avec Charlotte ou de je ne sais quoi. Hein. Là, on en restera à 5. Le match hein, dans sa globalité aura duré 14 minutes 05. Correct, mais pas énorme finalement, hein, quand on voit qu'il y a quand même plusieurs matchs qui se succèdent hein, finalement, dans ce système de gauntlet un peu, de turmoil. Lana et Naomi ont démarré le match face à Billie Kay et Carmella. Hein. Billie Kay est toujours aussi marrante, hein, elle essaye d'imiter Carmella à chaque fois durant son entrée, ce qui m'a rappelé un peu Damien Mizdo avec le Miz un peu. Billie Kay qui fera le tomber sur Naomi quand même, avec l'aide de Carmella qui se tient aux cordes. Donc une petite surprise ici, hein, même si la fin n'est pas très clean. On notera le kick dans le vent de Lana sur Billie Kay juste avant le finish. Hein, c'était vraiment affreux. L'Ariot Squad arrive ensuite en Joker Harley Quinn, hein, jolie tenue. Billie Kay et Carmella qui retenteront la même manœuvre hein, sur Morgan, que la même chose que sur Naomi, mais cette fois-ci l'arbitre a grillé Carmella dans les cordes. Finalement, Billie Kay sera éliminée par Ruby Riott hein, sur une senton bomb sur le dos. Mais favorite donc des pronostics, hein, Billie Kay et Carmella donc sont déjà éliminés. Je trouve ça dommage. Je le sentais déjà pas très bien quand je les ai vus arriver en deuxième. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu raconter quelque chose au moins dans la nuit 2 avec Reginald qui aurait été justement qui aurait pu avoir des retrouvailles avec Carmella, même si on en parlera après. Reginald, on ne l'aura finalement pas vu dans la nuit 2. Hein. Alors de là à dire que si Reginald avait pu être là, Carmella et Billie Kay auraient finalement gagné, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que ça n'aurait rien changé. Voilà. Voilà, en tout cas, voilà, mes favorites sont déjà sorties. On a ensuite Carmella quand même qui porte un super kick à Morgan par la suite, hein, avant de sortir du ring après son élimination. Mandy Rose et Dana Brooke arrivent ensuite, hein, la team Barbie, avec une jolie chute hein, de Mandy Rose sur la rampe. C'était Malaise TV là. Bon, c'est un peu triste pour elle, mais bon, il y a quand même de l'autodérision puisqu'on aura vu plus tard sur Twitter Mandy Rose accompagnée de Titus O'Neil pour le petit clin d'œil évidemment à ce qui s'était passé en Arabie Saoudite. Hein. Image qui devient noire à un moment donné à 2 reprises, puisqu'il y a eu un problème de garde-robe on va dire avec Dana Brooke. Bon bref. Finalement, Dana Brooke se fera surprendre par Liv Morgan avec un roll-up, mais l'annonceur se trompe et il annonce Riot Squad éliminé et se corrige ensuite. Hein. Michael Cole le dit d'ailleurs, il dit non, il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Donc évidemment gros botch, hein, qu'on verra à Botchamania, puisque le public ne comprend pas non plus. Voilà. Et donc Cole dit bien que c'est une erreur. Mais c'est vrai que de là où on est, le commentateur, enfin l'annonceur, franchement, il pouvait facilement se tromper parce que c'est vrai que ce double pin, ce double roll-up, on savait. Difficile de voir de loin qui avait gagné. Hein. Natalya et Tamina arrivent en dernière équipe, hein, donc à la meilleure place. Et à la fin, Natalya prépare un sharpshooter sur Ruby Riott, consécutif à un Heart Attack porté à 2 avec Tamina. Mais Natalya veut quand même que Tamina ait son WrestleMania Moment. Et très généreusement, elle propose à Tamina de monter sur la 3ème corde pour son splash familial, hein, son Superfly splash, à la manière du papa. Tamina le réussit, hein, malgré une énorme perte de temps. Hein, j'étais même pas sûr qu'elle arriverait à le porter, tellement elle a perdu du temps. Et Tamina s'impose donc pour qu'elle ait son WrestleMania Moment. Voilà, victoire finalement logique de Natalya et de Tamina, car elles étaient bookées fortes depuis quelques semaines, il faut le dire. Même au dernier SmackDown d'ailleurs, avec un Tamina versus Jax qui a été booké, qui s'est terminé en disqualification à cause d'une intervention de Shayna Baszler. Et on a eu un brawl backstage. Donc duquel Tamina et Natalya étaient encore ressorties fortes. Donc ça préparait, on va dire, ça teasait un match de championnat face à Jax et Baszler à la nuit 2. Mais j'ai trouvé ça tellement évident que j'avais pensé que ce serait un écran de fumée. Tellement ça paraissait même trop évident que Tamina et Natalya allaient gagner, quoi. Un peu comme Tamina d'ailleurs l'année dernière, hein, qui avait été bookée forte au dernier moment à WrestleMania 36, hein, dans les 3 dernières semaines. Elle a fait une remontada, là, elle était ressortie du placard pour dominer tout le monde et être bookée forte, bon, et puis pour perdre au final. Hein. Voilà, donc je pensais que ça allait être à peu près la même chose.
Enfin, il faut quand même se rappeler que à WWE Backstage, hein, l'émission qu'il y avait eu juste avant le Rumble, la veille, hein, il y avait le match de qualification pour être numéro 30 au Rumble entre Tamina et Natalia déjà, hein. Donc les deux, hein, quand même, on leur avait donné aussi encore un petit sucre, hein. Et en l'occurrence, c'était Natalia qui avait gagné, hein. Donc voilà, les deux étaient encore là à ce moment-là. Euh, voilà, en tout cas, ça va donner lieu à un match heel contre heel, hein, pour la nuit 2 qui me hypait pas du tout à ce moment-là. Le match, sinon, était assez moyen, hein, avec pas mal de botch et d'imprécision. Je relèverai surtout la drôlerie de Kay, hein, qui forme vraiment un très bon personnage, hein, du bon comedy wrestling, et aussi les bonnes intentions de la Riot Squad, hein, qui ont tenté plusieurs combinaisons, même si c'était pas toujours très très bien exécuté, mais au moins il y avait l'intention. Les autres équipes auront paru assez fades. Et bon voilà, on aura donné une petite récompense à Tamina qui a rarement pu briller dans sa carrière. Ça sert aussi à ça, WrestleMania, et on en reparlera plusieurs fois durant cette review. Je donne une note de 2,5 seulement à cet ensemble, hein, ce match turmoil général. Le catch n'était pas assez bon et surtout le build-up, hein, de la division tag team féminine qui n'était pas au rendez-vous, et on était investi derrière aucune tag team, parce que aucune n'était bookée correctement, quoi. Si ce n'est peut-être donc Natalia et Tamina sur les dernières semaines, mais et encore, Natalia avait perdu contre Belair il y a pas longtemps, hein. Mais en équipe, on va dire qu'elle commençait à être bouquée forte, mais il n'y avait rien non plus d'extraordinaire, hein. Donc cette division tag team féminine, c'était vraiment un problème. Allez, on va passer au match suivant. Cesaro contre Seth Rollins, hein, un match qui était très attendu forcément. Nouveau thème pour Seth Rollins qui aura juste gardé le Burn It Down au début, hein, voilà. Mais le reste, le thème est assez générique, comme la plupart des nouveaux thèmes actuels d'ailleurs. C'est vraiment dommage. Le match n'aura pas été si long que ça, hein, 11 minutes 28. Donc j'aurais donné, comme je vous disais dans ma vidéo prono, 13, 14, 15 minutes. Donc j'aurais aimé que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Le rythme est assez élevé, hein, dès le début du match, avec un premier Cesaro Swing de seulement 9 tours qui arrivera un peu plus tard. Le public réclame évidemment un autre Cesaro Swing, hein, parce que c'est quand même un move assez over. Un superbe corkscrew splash de Rollins de la troisième corde, hein, j'avais jamais vu ça. Apparemment il faisait ça aussi en indie, mais moi je l'avais dans le main roster, je me rappelais pas l'avoir vu faire ça. C'était un très beau move. Un neutralizer de la part de Cesaro, mais un dégagement à deux de Rollins. Pedigree de Rollins, dégagement à deux de Cesaro cette fois-ci. Il y a Rollins qui dit à Cesaro à ce moment-là qu'il a survécu au neutralizer et au Cesaro Swing, et qu'il est donc un god. Coup d'avant-bras alors de Rollins derrière la nuque de Cesaro, hein, à la manière un peu de Karrion Kross, suivi de son coup de pied retourné, hein, comme face à Nakamura, Fastlane là, ce joli move. Incroyable airplane spin de Cesaro, hein, un move qui s'appelle le UFO, hein, comme un ovni, hein, qu'il avait déjà porté, je me rappelle, contre Gulak dans le kick-off de WrestleMania 36. Hein. Donc décidément, il aime porter ce move dans les WrestleMania, mais pas dans le main roster, hein, parce que je me rappelle pas le voir faire ça dans les weekly. En tout cas, c'est spectaculaire et le public pop forcément quand on voit ça, surtout quand il enlève les bras et là, qui fait tourner son adversaire autour de la nuque, c'est spectaculaire. Vraiment une belle pop du public. Et là, on enchaîne avec un nouveau Cesaro Swing, 23 tours. Sous 23 tours, hein, donc si on fait confiance à Michael Cole, soit donc un tour de plus que les 22 tours réalisés à SmackDown, hein, donc il a battu son record, on peut le dire. Neutralizer derrière et victoire de Cesaro. Et oui, victoire de Cesaro, méritée, il le fallait. Victoire vraiment nécessaire, et parce que il fallait vraiment mettre en avant Cesaro et mettre à profit son récent push. Vraiment une belle émotion de Cesaro, qui le mérite amplement. Ça couronne vraiment tout son travail, et c'était en plus son premier match solo à WrestleMania qui plus est, hein, il faut le rappeler. Donc un sacré match, vraiment un sacré match d'une qualité technique et athlétique absolument remarquable. Vraiment un super match à voir. J'aurais juste donné, allez, 2-3 minutes de plus, comme je vous disais, histoire de se rapprocher du quart d'heure, ce qui aurait sans doute élevé ma note d'un quart de point, je pense. Mais je donne quand même un 4,5. Je donne une très très forte note. 4,5. C'est le match de la soirée, sans contestation possible, et ils auront répondu à mes attentes, il faut le dire. C'était très chouette. Tout simplement. Voilà, mais il faudra voir maintenant ce que ça va donner pour Cesaro, si c'est un one shot ou si c'est vraiment un push qui va être amené à donner quelque chose. Donc peut-être titre universel, c'est peut-être encore un peu prématuré. Titre intercontinental, voilà, on verra. Mais j'espère que ça ne sera pas qu'un one shot, comme je disais, et que lorsqu'il aura, comme lorsqu'il avait gagné la bataille royale d'André le Géant, puis qu'il avait rejoint Paul Heyman,
puis voilà, bah, derrière il n'y avait plus rien, hein. Donc j'espère que ça va vraiment déboucher sur quelque chose parce qu'il le mérite depuis le temps. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment, s'il y a bien un match que je vous recommanderais, si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu WrestleMania, c'est bien celui-ci. Match suivant, AJ Styles et Omos contre le New Day, donc pour les tag teams d'Euro, pour les titres d'Euro. Belle présentation des New Day par Biggie, hein, donc ça fait plaisir. Et des coiffures assez spéciales pour Woods et Kofi, toujours avec une tenue très, voilà, un peu bordeaux, hein, qui rappelle toujours celle des Bludgeon Brothers. Donc je pense que c'est toujours dans l'esprit pour rendre hommage à Brody Lee. Le match n'aura pas duré longtemps, hein, 9 minutes 48, donc même pas 10 minutes. Les New Day jouent un peu les heels ici d'ailleurs, hein, assez étonnamment, en dominant pendant un moment AJ Styles et en l'empêchant de faire le tag évidemment avec Omos, alors qu'évidemment le public lui n'attendait qu'une chose, c'était les débuts d'Omos sur le ring. Grosse réaction quand même d'ailleurs lorsque Omos va enfin rentrer sur le ring avec de superbes expressions faciales de la part des New Day et plutôt une bonne agilité, hein, de la part d'Omos lorsqu'il se projette dans les coins là, avec ses coups de coude et lorsqu'il porte ses backbreakers sur les deux New Day. Un move que j'avais d'ailleurs prédit arrive alors, c'est avec un phénoménal forearm d'AJ Styles qui est porté sur Xavier Woods, mais depuis les épaules d'Omos. Hein, ça aurait même pu être leur finisher, hein, ça aurait été très bien. Et moi, c'est vraiment un finisher, un move que je voyais vraiment porter. Donc je suis content de l'avoir vu. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, ce phénoménal forearm aura constitué la véritable vraie offense d'AJ Styles dans ce match. Hein. Vraiment, hein, parce qu'il a vraiment pas fait grand chose dans ce match, AJ Styles, hein, à part être dominé par les New Day, hein, et essayer de faire le tag avec Omos. Ensuite, on a Omos qui saisit alors Kofi et qui lui porte un double hand choke slam, hein, un peu à la Great Khali d'ailleurs, hein, nouveau Hall of Famer, pour la victoire, avec juste un pied posé sur Kofi. Voilà, donc nouveau champion, comme je l'avais pronostiqué, donc AJ et Omos, et donc ça veut dire officiellement AJ Styles qui devient Grand Slam Champion. Donc c'est vraiment quelque chose de mérité. Voilà, bah, je suis content pour lui, il le mérite amplement. Le match, voilà, le match n'est pas génial en soi. AJ et les New Day ont clairement, on va dire, abaissé leur niveau habituel pour mettre en avant un Omos qui était vraiment l'attraction principale du match. Ça en a donc fait un match assez inhabituel, hein, pour les New Day qui ont évolué dans un autre registre, limite heel dans leur façon de faire, en ayant la phase de domination au début, qui est habituellement allouée au heel, et en évitant le tag justement avec Omos. Donc la note sera pas énorme, elle sera de 2 étoiles 75. Voilà, c'était pas un match mémorable, mais on retiendra surtout deux choses. Les débuts d'Omos, qui sont quand même plutôt corrects. Voilà, des moves de Big Man élémentaires, j'en demandais pas plus. Et un AJ Styles Grand Slam Champion. Voilà aussi le deuxième enseignement de ce match. Ça permettra aussi évidemment de donner des titres un peu plus tard à d'autres équipes et probablement aussi au New Day, hein, pour notamment gonfler leur palmarès. Hein. C'est souvent comme ça qu'ils procèdent. Hein. Des petits règnes courts et on gonfle le palmarès. Voilà, puis bah, j'espère d'autres nouvelles équipes. Voilà, je pensais à T-Bar et à Mace, qu'on a pu voir là quand ils ont attaqué Ali à Fastlane. Ils auront refait aussi le même move là, un peu ce double choc slam à deux là, choc bombe, durant la bataille royale. Voilà, bah, ça tisse peut-être quelque chose. Et puis on les a vus d'ailleurs en interaction avec Elias et Riker, donc peut-être un début de feud, on va dire de low card, mais au moins ça permettrait d'avoir une équipe supplémentaire, ce serait pas du luxe, hein, vu la division qu'on a actuellement. Voilà, donc on verra bien, mais il va falloir un peu renouveler les tag teams. Et voilà, et c'est bien d'avoir AJ Omos. Bon, ça rappelle forcément Diesel Shawn Michaels, hein, c'est du grand classique. Mais donc on verra s'il y a un turn à un moment donné, peut-être AJ contre Omos à WrestleMania 38. Voilà, on se projette déjà. Allez, on verra bien. Allez, match suivant. Le match entre Braun Strowman et Shane McMahon dans un Steel Cage match. Braun, on l'attendait. Il récolte quand même une bonne pop d'ailleurs, hein, en arrivant sur le ring, hein, plutôt pas mal, avec vraiment une grosse shape, voilà, et un Shane McMahon, bon voilà, assez balèque lorsqu'il est entré, pas une énorme pop évidemment. 11 minutes 29 pour la durée du match, donc c'est plutôt assez court finalement, et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, c'est plutôt une bonne chose, parce que j'avais pas envie que le match traîne trop en longueur.
surtout entre ces deux hommes, dans un steel cage match, quoi. Et donc, bah, comme on pouvait s'y attendre, hein, Elias et Jackson Ryker, dont je parlais tout à l'heure, attaquent Braun Strowman avant même le début du match, hein, alors qu'il restait pas encore, alors qu'il n'était même pas encore entré dans la cage. Tandis que lui, Shane McMahon, était déjà dans la cage et retenait la porte de son côté, hein, du coup, pour se protéger. Braun a pris du coup plusieurs coups de chaise à la jambe gauche par Elias et Ryker, ce qui expliquera du coup son selling à la jambe durant tout le match. Shane prend alors une chaise pour démarrer le match et attaquer Braun. Donc c'était donc visiblement le plan de Shane, hein, qui semblait teaser à Raw en disant qu'il était un McMahon, hein, donc on sentait qu'effectivement il avait un plan derrière la tête. Mais Braun arrive à faire passer la chaise à l'extérieur du ring, par la porte, hein, ce qui fait que du coup Shane McMahon est obligé de changer de stratégie. Il utilise une plaque de métal qui était en haut de la cage, là, en guise d'arme du coup, et tente de s'enfuir par la porte, mais en vain. Hein. On a évidemment le traditionnel coast to coast de Shane, vintage Shane, mais ça ne suffira pas. Elias et Ryker, on les retrouve plus tard, hein, pour grimper, donc à partir de l'extérieur du ring, ils grimpent la cage pour aider Shane McMahon à en sortir, mais Braun Strowman les fait tomber en poussant le grillage d'un coup d'épaule. On pouvait voir 4 petits réservoirs en haut de chaque coin de la cage, et on pouvait se douter qu'elle renfermait quelques armes. Hein. Shane en ressortira d'ailleurs en effet une caisse à outils, à un moment donné, pour frapper Braun avec. Là-dessus, Shane descend tranquillement pour s'imposer, mais il prend son temps pour narguer Braun, et c'est Shane qui passe pour un con ici, alors qu'il avait 100 fois le temps de gagner. Hein. Ça c'est toujours pareil dans les incohérences des matchs en cage. Braun bloque la main de Shane et arrache même un bout du grillage, chose que je n'avais jamais vue auparavant dans un steel cage match. Hein, ça c'était une image assez forte. Duel en haute altitude, hein, du sommet de la cage. Ça prépare évidemment le gros spot, hein, de Shane McMahon, hein, qu'il tient tant à faire quasiment à chaque WrestleMania. Braun Strowman alors lui dit "Who's stupid now?" Avant de le projeter violemment, hein, au sol pour un gros bump, hein, bien exécuté et spectaculaire, un gros bump du haut de la cage. Donc il retombe sur le ring. Sauf qu'au lieu de s'échapper de la cage, alors qu'il était déjà au sommet, hein, Braun Strowman, il préfère redescendre pour porter son running power slam sur Shane McMahon et dédier son move à tous les gens qui se sont fait bullied et traités de stupides dans leur vie. Voilà, il s'impose alors, mais voilà, il gagne, logique, mais il a été aussi un peu stupide, quoi, parce que à l'image de Shane un peu plus tôt dans le match, bah voilà, il aurait pu tout à fait descendre lorsqu'il était tout en haut, quoi. Bref, il a perdu du temps, mais je pense que il voulait vraiment porter son finisher sur Shane, quoi. Voilà. Pas de surprise, donc il fallait que la victime de la feud, à savoir Braun, s'impose pour le happy ending, et on en a enfin fini avec cette storyline à la con. Le match n'est évidemment pas terrible, bien que je l'ai trouvé un peu meilleur que le match entre Shane McMahon et le Miz en steel cage match. Hein, c'était dans un Money in the Bank, lorsque Shane McMahon s'en était sorti avec le coup du t-shirt là. Hein, ça c'était vraiment nul à chier ce match. Et finalement, allez, il était pas si horrible qu'il aurait pu l'être initialement. Il a eu le mérite d'être court, avec une certaine narration, un grillage arraché, donc ce qui était que j'avais jamais vu avant, un gros bump de Shane et un Shane qui aura aussi tenté quelques stratagèmes pour s'en sortir, hein, notamment voilà, Elias et Ryker, hein, comme prévu, ainsi que des armes à disposition au sommet de la cage, même si j'aurais aimé quand même en voir davantage justement au niveau de ces petits seaux là, de ces petits réservoirs, parce que s'il y en avait aux 4 coins, forcément il devait y en avoir d'autres. Donc la caisse à outils, bah ouais, s'il y a ça, bah, dans les autres coins on a envie de voir ce qu'il y a aussi, quoi. Bon, bah, on aura rien vu, quoi. C'est un peu dommage. Et bah la note, je donnais un 2 étoiles 75 pour l'effort de narration, mais on est d'accord que ce match ne restera pas dans les annales à l'image de la feud et de tout son build-up. Mais là, franchement, j'ai envie de souffler et on peut enfin enterrer cette storyline et cette feud, parce que je pense qu'on est vraiment passé à autre chose. Mais bon, c'est quand même un peu triste pour Braun, à chaque fois, de se taper que des matchs pourris. Allez, match suivant. John Morrison et le Miz contre Bad Bunny et Damien Priest. Donc on a Booker T, hein, forcément, qui est au commentaire. On a une entrée avec plein de lapins, là, pour Miz et Morrison, qui arrivent sur leur nouveau tube, bien sûr. Hey, hey, hop, 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 hop. Les lapins se tenaient d'ailleurs tous le masque, hein, c'était drôle, afin d'éviter qu'ils ne partent à cause du vent. Hein, on sentait, vous voyez que les conditions étaient vraiment encore difficiles. Je me suis alors demandé, d'ailleurs en direct, combien de jobbers du main roster et de membres du Performance Center étaient cachés derrière ces lapins.
Je pense qu'il devait y en avoir un paquet. On apprendra sur peut-être la vérité d'ici quelques années. En tout cas, une belle entrée de Damien Priest, très enflammé pour son premier WrestleMania, et une entrée très spectaculaire de Bad Bunny. Vraiment, alors là, vraiment une entrée de star dans son camion. Hein, il avait des allures même, j'ai trouvé, de Sting avec son impair noir. Et puis même quand il est arrivé sur la rampe, et à un moment donné, il a fait le geste de Sting, et son cri là, son wouh qu'il a fait sur la rampe. Donc j'ai trouvé que ça faisait très Sting. Donc peut-être un clin d'œil. Le match aura duré 15 minutes 03, donc une bonne durée quand même, un bon quart d'heure. Et d'ailleurs on voyait aussi que Bad Bunny avait même son petit gilet pare-balles façon Shield. Ce qui était intéressant ici, c'était quand même autant pour Omos tout à l'heure, on aura laissé languir le public un bon moment avant de le voir faire ses débuts. Autant ici, avec Bad Bunny, on aura fait l'inverse, puisque Bunny va entrer directement sur le ring pour faire face à un Miz qui justement réclamait Bad Bunny face à lui. Hein, évidemment, il était un peu surconfiant, le Miz. Bunny impressionne d'entrée quand même avec 2 droites bien placées, un takedown et une belle projection au sol. Donc il tentera même une belle magistrale, un magistral roll-up là, toujours sur le Miz, ainsi qu'un superbe ciseau de tête quoi. Donc là on est quand même assez étonné. On voit même un petit spinner Rooney provocateur de la part de Morrison face à Booker T, hein, évidemment, le maître en la matière. Tornado DDT de Bad Bunny qui peut enfin faire le hot tag avec Damien Priest. On aura même 2 Falcon Euro, in stereo, de la part de Priest et Bad Bunny, hein, qui sont bien exécutés. Et Bunny commet alors une petite erreur, on va dire, de débutant, puisque justement, en faisant le pin sur Morrison, en même temps que Damien Priest fait le pin sur le Miz, forcément, ça sert à rien de le faire pour Bad Bunny, puisque ni Bunny, ni John Morrison n'étaient les hommes légaux. Donc oui, ça servait à rien. Voilà, bon, c'est qu'un petit détail qui est pas bien grave. C'était peut-être prévu, j'en sais rien, mais en tout cas, si ça allait, je trouve ça con. Et si ça allait pas, voilà, on mettra ça sur le compte d'une petite erreur de débutant. Bunny, en tout cas sous une grosse pop, refera son crossbody de la 3ème corde à l'extérieur sur Morrison et le Miz, hein, exactement comme au Royal Rumble, mais en bien mieux réalisé cette fois-ci, hein, et sans tergiverser, vraiment avec beaucoup d'assurance. Bad Bunny brisera même un pin du Miz porté sur Priest après un Skull Crushing Finale. Bad Bunny portera alors un hallucinant Canadian Destroyer sur Morrison à l'extérieur. Hein, qui aurait cru voir ça, hein, surtout pour un non-lutteur, quoi. C'est incroyable. C'était what the fuck. Et là, il a eu son WrestleMania moment. L'expression faciale du Miz est d'ailleurs à mourir de rire, ainsi que celle de Damien Priest lui-même. Priest porte alors le Miz sur ses épaules et Bunny porte un crossbody sur le Miz, donc un Doomsday crossbody. Bunny couvre le Miz pour la victoire sans surprise de la Team Face. Et comme je l'avais pronostiqué, c'est bien Bad Bunny qui aura fait le pin final sur le Miz. Hein. Ça paraissait logique vu que la feud tournait autour des 2 hommes essentiellement. On notera quand même que durant cette soirée, 2 ex-champions de la WWE auront pris le pin par les 2 débutants de la soirée, hein, à savoir Kofi Kingston par Omos et le Miz donc par Bad Bunny. Hein. C'est assez étonnant, hein, comme à noter. Il faut dire que franchement, Bad Bunny nous aura tous fait taire et aura réalisé une performance absolument bluffante. On sent que c'est un vrai fan de catch et qu'il se sera entraîné comme un taré pour réaliser une telle performance. Et on sait qu'il aura vraiment passé beaucoup de temps au Performance Center à s'entraîner et en même loué une maison à côté quoi, dans les environs à Orlando quoi. Donc il aura vraiment fait tout ce qu'il fallait pour réaliser cette performance. Il aura vraiment gagné le respect de tous les fans de catch hein, après une telle prestation. On l'a vu sur Twitter. Il aura volé la vedette dans le match. On a même entendu à The Bump Randy Orton qui disait que voilà, il fait partie de la famille du catch quoi. Pour lui, c'est une superstar quoi. Il l'a carrément dit quoi. Donc là, c'est dire. Alors oui, donc il aura volé le show, c'est sûr. Bad Bunny hein, face à tous les autres. Il faut évidemment féliciter évidemment tout le travail des heels hein, de Miz, de Morrison pour mettre en valeur Bad Bunny, de Priest qui se sera aussi pas mal effacé. Bon, on aura appris que visiblement Damien Priest, hein, on savait qu'il revenait de blessure, mais il n'était pas encore à 100%. Donc, ce qui expliquerait pourquoi on ne l'a pas tant vu que ça dans ce match. Parce que c'est vrai que sinon, sur le principe, je me disais, ouais, je trouve ça un peu dommage que Priest n'ait pas eu finalement autant d'exposition que ça, et que du coup, on voyait plus Bad Bunny en valeur que Damien Priest lui-même. Alors que c'est quand même un Priest
c'est à prise d'être over, quoi. C'est quand même lui le catcheur à mettre en avant, hein, c'est pas Bad Bunny normalement, hein. Donc voilà, bon, on verra bien pour Priest et son avenir. Bon, on le verra sans doute mieux en valeur dans les semaines à venir, lorsque Bunny ne sera plus à ses côtés, hein. De toute façon, il va partir en tournée entre février et avril 2022, hein. Ça a été annoncé dans un clip lors de la nuit 2, mais juste au début avril, hein. Donc ça se trouve, on le reverra à WrestleMania 38, hein, sait-on jamais. Voilà, en tout cas, j'attends de voir le développement de Damien Priest. La note du match, bah, c'était plutôt fun au final. Les heals auront fait un taf de heal classique mais efficace. Bunny aura été surprenant de qualité, hein, peut-être même la meilleure guest star, le meilleur débutant qu'on ait vu, hein, peut-être avec Stephen Amell, hein, probablement. Et Priest aura bien aidé à mettre Bunny en avant, tout en portant de jolis moves aussi quand même, hein. Il aurait pu porter quand même ces quelques moves. Pas son finisher, hein, pas le Hit the Light, mais voilà, ça je m'attendais pas, je pensais qu'il allait quand même le porter. C'est peut-être lié à sa blessure, mais pas sûr. Un 3,5. Je vais donner un 3,5 quand même à ce bon travail d'ensemble. Je pensais pas donner autant. J'ai passé un vrai bon moment. Et je suis content d'avoir eu donc ce 2v2 hein, plutôt qu'un 1 contre 1. Car fallait aussi qu'on voit quand même Damien Priest, hein, malgré son état physique. Voilà. Mais il aura quand même pu faire ses moves, hein, avec de jolis kicks, hein. J'aime bien les kicks de Damien Priest aussi. Voilà, il est vraiment très efficace dans le ring. J'espère qu'il va aller loin. Et puis c'était son premier WrestleMania. Donc c'était bien quand même qu'il ait pu catcher un petit peu. Et puis voilà, quand même, faut bien souligner le travail de Hill, de Morrison et du Miz aussi, hein, à noter. Même si ça fait quand même bizarre pour le Miz de passer de champion de la WWE à se faire piner par un débutant à WrestleMania, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Et on passe au main event de la nuit 1, Bianca Belair contre Sasha Banks, donc qui avait été aussi annoncé comme main event. C'était aussi mon prono, je vous l'avais dit, hein, à partir du moment où on mettait Lashley McIntyre en opener, forcément, c'était pour avoir Belair et Banks en main event. Donc c'est quand même le premier main event féminin en 1 contre 1 de l'histoire de WrestleMania. Et puis en plus 2 afro-américaines, donc il y a tout un symbole derrière tout ça. Voilà, il y avait quand même des attentes, avec certaines craintes, hein, pour ce match. J'étais globalement un peu déçu des entrées, hein, parce que je les attendais un peu plus spectaculaires que ça. Bon, c'est un peu dommage. Pas de Snoop Dogg aussi, il faut le dire. Énorme émotion quand même de Belair dès le début du match, hein. Elle m'a un peu fait peur, hein, au début, parce que on la sentait vraiment très prise par l'émotion et par l'enjeu et par l'événement. Banks aussi, aussi, hein, elle a montré un petit peu d'émotion, mais en se contrôlant davantage. Mais heureusement, voilà, bon, Belair s'est vite ressaisie pour rentrer dans son match. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'elle était très stressée. C'est normal, hein, pour le match le plus important de sa carrière, hein. Un public partagé, hein, quand même, qui scande au début du match Let's go Sasha EST. Let's go Sasha EST. 17-17. Voilà, 17-17, c'est le temps du match, hein, 17 minutes 17. Beaucoup de force de Belair, hein, pour porter Banks, hein, tout en montant les escaliers, pour la remettre dans le ring, hein. C'était pas mal ça, comme lorsqu'elle a, ouais, elle a vraiment prise Banks en plein vol pour monter sur le ring comme ça et la prendre du bout des bras, c'est quand même pas mal. Sasha Banks, il faut aussi le noter, a souvent utilisé la tresse de Belair comme une arme contre elle, ce qui est une intelligence, c'est vraiment intelligent tactiquement. À nouveau, une belle démonstration de force de Belair, hein, lorsqu'elle tient Banks en l'air avant de lui porter une souplesse. Joli bank statement de Banks aussi, avec la tresse de Belair enroulée autour de son propre bras afin d'y appliquer plus de pression. Ça aussi c'était pas mal. Belair qui parvient tout de même à aller chercher les cordes. Banks devient alors frustré, on le voit sur son visage. Belair porte plus tard un 450 splash qu'elle n'aura pas réussi à plus tôt dans le match. Donc là, cette fois-ci, elle le réussit. Banks se dégage. Belair n'y croit pas. Là, elle gesticule, elle n'y croit pas. Bon, peut-être un peu exagéré sa réaction. Belair me surprendra alors en fouettant violemment Banks avec sa tresse. Ça aura bien claqué, mais je pensais pas la voir refaire ce move avec sa tresse, puisque c'était, je crois, la première fois que je voyais ça dans le main roster, alors que j'avais l'impression qu'on l'en avait justement privé, parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle faisait souvent à NXT, mais depuis qu'on la voyait dans le main roster, je ne la voyais plus faire ça. Donc du coup, finalement, ils l'auront fait. À voir si ce sera juste pour les grandes occasions ou pas. On aura vu la trace, hein, d'ailleurs, laissée sur les côtes de Banks après le match. Je ne pense pas que c'était worké, hein, c'était une vraie staffilade. Belair arrive alors à porter son KOD, son Kiss of Death, pour s'imposer. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est officiel, Belair devient nouvelle championne de SmackDown, hein, comme prévu, hein, elle était favorite, et c'était mon pronostic. Donc ça y est, elle l'a fait. Vraiment une énorme émotion. Là, franchement, quand tu vois ça, t'es quand même
un peu obligé d'être content pour elle et d'avoir de l'empathie parce que c'est quand même un grand moment de ce show. Qui est en plus un mini-event de WrestleMania, le premier mini-event féminin en 1 contre 1 de l'histoire, comme je vous disais, de Mania, parce qu'évidemment on a vu le, le Becky Ronda Charlotte, mais c'était un triple threat, quoi, c'était pas un 1v1, et voilà, 2 afro-américaines, donc c'est quand même tout un symbole, et je crois que CNN a fait un article dessus, hein, donc c'est quand même pas rien. Et puis après la hit, hein, de l'opener, bah t'étais forcé de finir sur un happy ending, quoi. Donc ça me paraissait logique. Je voulais voir Ford aussi, d'ailleurs Montez-Ford, bah, je vous en avais parlé dans ma vidéo prono, parce que j'imaginais bien Montez-Ford monter sur le ring, faire un gros câlin, un bisou, voilà, faire un truc comme ça, une célébration de couple, pour l'émotion, pour aller la féliciter, etc. Mais bon, bah, malheureusement, en fait, hein, ils l'ont fait, ça a été fait, mais malheureusement, ça aurait été fait après le show. Donc on aura vu des images, des photos, sur les réseaux sociaux, mais finalement ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu à l'écran cette image, quoi, cette image de couple. Alors je sais pas s'il y avait un problème de timing, qui n'avait plus le temps, mais c'est voilà, c'est un petit peu dommage. En tout cas voilà, bon, on aura au moins les feux d'artifice, voilà, ça c'est ce que je voulais voir à la fin quand même pour le happy ending. Certes voilà, je continue à dire que c'est un peu tôt, peut-être que c'était peut-être un poil un peu tôt pour lui donner la ceinture. Donc voilà, va falloir voilà, la juger à partir de maintenant et on verra bien, bah, si c'était trop tôt ou non, quoi. En tout cas voilà, bah, c'est un sacré pari et c'est couillu et c'est bien aussi de voir, bah, une championne qui n'est pas une des filles des Four Horsewomen, ni Asuka, quoi. Donc voir quelqu'un d'autre, un visage un peu neuf, parce que voilà, les 5 filles, les Four Horsewomen et Asuka sont les 5 filles qui auront largement trusté les ceintures dans le main roster ces dernières années, hein. Donc la note, bah, je donne un 4 étoiles. Voilà, le match était vraiment bon, émouvant, à suspense, avec de jolis moves, un travail intelligent de Banks au niveau de la tresse de Belair, et une Belair qui se sera montrée à la hauteur de l'événement, hein, en montrant sa force et ses qualités athlétiques indéniables, et malgré voilà le stress qu'elle pouvait avoir au début du match. Bien sûr qu'elle est encore un peu green, ça se voit, mais elle a tout d'une star et elle peut vraiment cartonner dans le main roster. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein. Voilà. Et puis après un build-up raté, hein, pour ce match, il faut le dire, bah, il fallait sauver le coup en proposant un grand match et ce fut le cas. Donc c'est bien d'avoir au moins sauvé ça, un build-up qui était vraiment défaillant, mais un très bon match. Voilà, c'était vraiment très cool comme match. Et voilà, aussi un bon travail de Banks, hein, aussi qu'on a vu d'ailleurs une petite vidéo d'un fan. On voyait qu'elle était contente aussi pour Belair. Voilà, donc ça c'est quand même aussi une belle image. Voilà, en tout cas un très bon match féminin que je retiendrai parmi les matchs de l'année, probablement. Allez, le bilan de cette mi-une, du coup, petit bilan, hein. C'était voilà, pour moi la moins intéressante sur le papier, et pourtant elle aura largement répondu aux attentes avec plusieurs bons matchs, hein, Drew Lashley, Cesaro Rollins et Belair Banks, hein, qui sont vraiment les 3 points culminants de cette mi-une, mais aussi 2 matchs moins attendus qui finalement étaient plutôt digestes et loin d'être merdiques, hein, notamment le Steel Cage match, voilà, qui était finalement plutôt passable, mais surtout le match de Bad Bunny qui nous aura tous bluffés et bien divertis. Le Turmoil match féminin et le New Day AJ Omos sont en dessous, mais Omos aura tout de même réussi à nous montrer de belles choses pour ses débuts, hein, avec quand même son WrestleMania moment, et AJ Styles aura été finalement sacré Grand Slam Champion, donc ça reste quand même marquant, et les filles resteront, allez, le seul passage vraiment en dessous de cette mi-une, la faute à un booking défaillant de cette division tag team féminine qui ne nous permettait pas de nous investir et de nous y intéresser, quoi. Donc c'est ça aussi le problème. Et puis voilà, aucune équipe, on avait envie de s'investir derrière aucune équipe. Je donne à cette nuit une donc un excellent 3 étoiles 75, donc un 3 quarts, une note que je ne pensais vraiment pas donner avant ce show, et qui, je l'espérais alors, ne demandait qu'à être confirmée lors de la nuit 2. Bah, on va y passer tout de suite à cette nuit 2. Allez, on commence direct. On va pas reparler de tous les trucs autour d'Hogan et de Titus, ça sert à rien. Finn contre Orton. Oui, c'était l'opener. Étonnant choix d'opener. Là, franchement, j'aurais pas pensé voir ça en opener. Je le pensais le voir plus tard. C'était assez couillu comme choix, hein, il y avait d'autres choses à faire. Il y avait comme des bons matchs bien bourrins qui auraient pu faire l'affaire. C'est pas grave. En tout cas, on aura un Finn d'une version cramée, en tout cas avec une belle tenue noire qui arrive là au bout d'un couloir. Là, on le voit se rapprocher. Et puis bon, il y a un effet spécial. Et puis là, il y a des flammes. Et puis tout à coup, on le revoit finalement en version Finn normale, hein, le Finn qu'on lui connaissait avec son pantalon rayé rouge et blanc, mais avec un masque qu'on a vu quand même qui était un peu différent. Et, euh, et voilà, bon, bah, on a finalement Alexa Bliss qui arrive.
avec sa petite musique. Et là, une énorme boîte à musique, hein, avec une manivelle, hein, qui se retrouve entre le ring et elle. euh, et avec une manivelle que Bliss pousse vraiment laborieusement, parce qu'évidemment la manivelle est énorme. Orton, lui, il attend sur le ring. Et là, donc là, la musique commence. Et le diable sort de sa boîte, donc le Fiend avec la musique de Code Orange, donc ça c'était cool. Voilà, un peu de pop là, voilà. Il se tient debout sur la boîte géante, le Fiend. Et là, tout de suite, il se jette sur Orton avec un plongeon avec une corde à linge. Et le match commence. Et là, dans une ambiance rouge, donc l'ambiance rouge est de retour pour le Fiend. Donc, et un peu plus tard, là, un très très bel hommage à Brody Lee de la part du Fiend, hein, puisqu'il fait son geste, hein, qu'on lui connaissait, et avec son fameux grognement là. Yeah. Voilà, donc ça c'était un très bon moment aussi, voilà, un bon petit hommage de la part du Fiend. Et on passe directement à la fin du match, hein, puisque le Fiend va pour porter son Sister Abigail sur Orton, hein, consécutive à une Mandible Claw. Mais des flammes jaillissent des quatre coins du ring. Et là, Bliss, hein, qui avait complètement disparu, et d'ailleurs je me suis dit pendant le match, mais elle est où? Elle est dans la boîte, elle est en train de se changer ou quoi? Et pas loupé, j'avais raison, effectivement, la boîte s'ouvre, et on voit Bliss là, complètement changé, très très dark, pleine de pétrole sur la gueule, et en tendant le bras vers le Fiend. Le Fiend alors lui répond en lui tendant le bras et en s'approchant d'elle, et là, tout à coup, RKO, Orton porte le RKO, fait le tomber. 1, 2, 3, victoire d'Orton. Orton wins, lol, en 5 minutes 54. Encore le Fiend humilié. Vraiment la grosse blague. Là, franchement, j'en peux plus, quoi. Là, je craque. Il turn de Bliss. Très drôle. Est-ce que Bliss est Sister Abigail? Très drôle aussi. Et là-dessus, les lumières s'éteignent. Là-dessus, je me dis, j'ai quand même une petite hype. Je me dis, attendez. Ça dure longtemps. La lumière se rallume. Et puis bon, on voit un petit peu la boîte encore qui est sur le côté. Et puis plus rien. Les lutteurs ont disparu. Plus rien. Et là, le public commence à huer. Exactement comme moi, hein, comme moi j'aurais réagi. Hein, parce que vraiment, c'était de la grosse merde. C'est une putain de honte. Une énorme chiasse. J'ai détesté, évidemment. Parce que WrestleMania, c'est quoi? C'est fait pour clôturer les rivalités. Et là, surtout, après un build-up de 8 mois. Franchement, après autant de temps qu'on a passé sur cette storyline. C'est là-dessus qu'on doit terminer la rivalité. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est pas, j'ai pas envie que WrestleMania serve à builder Raw et à nous hyper Raw et nous dire, voilà, pour les audiences, si vous voulez voir la suite, si vous voulez comprendre, rendez-vous à Raw demain, quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête, en plus, cette histoire. On n'y comprend plus rien. Il est grand temps que ça se termine, quoi. Là, je n'en peux plus. Un gros dud. Je ne donne pas de note à ce match. C'est un gros dud. C'est nul, c'était de la merde, et le Fiend passe encore pour un gros con. Encore et encore. Alors j'ai quand même vu sur Twitter déjà des premiers trucs qui apparaissent, des gens qui sont un peu plus observateurs, en disant oui mais non mais ça doit pas être le Fiend parce que Wyatt il a un gros tatouage sur le cou, là le gars il en avait pas, donc ça doit pas être le Fiend. Donc en fait finalement c'était un imposteur, c'était pas le vrai Fiend. Et en fait Alexa Bliss l'a repéré elle. Et du coup c'est pour ça qu'elle a distrait cet imposteur. Et donc du coup ce n'est pas un vrai turn de Bliss, hein, c'est pas une trahison. Et du coup, Orton a pu gagner, mais en fait, le Fiend, le vrai Fiend, c'est pas lui. Et du coup, peut-être que qu'il est dans le corps de Bliss depuis le début. Mais non, mais franchement, ça part dans du grand n'importe quoi. Vraiment, bon courage pour essayer de trouver une explication cohérente. Moi, j'ai laissé tomber, quoi. J'ai laissé tomber l'affaire. C'est pas pour moi, c'est plus pour moi cette histoire, ça va trop loin. Donc à Raw, on aura les explications qui seront ce qu'elles sont. Voilà, je sais pas s'il y a un vrai catcheur qui se cache là-dessous, sous le Fiend qu'on vient de voir hier soir. Donc je sais pas si c'est le vrai Fiend, mais bref, ou pas. Ou si on se dirige vers un Fiend contre Fiend, donc un espèce de Taker contre fake Taker, hein, comme on l'a pu avoir dans le passé. Mais je serais pas surpris qu'il le fasse, mais franchement, who cares? Un gros who cares. Voilà, ils vont faire ça à Backlash. Enfin, WrestleMania Backlash, hein, le futur show qui aura lieu le 16 mai. Hein, il faut déjà le retenir dans 5 semaines. Voilà, WrestleMania Backlash. On verra bien, quoi. Bref, c'est vraiment de la merde. Et je commençais ce show vraiment chafouin en me disant putain, ce show commence très mal.
je suis pas dedans là. Là, je suis vraiment pas dans ce show. Ça va être difficile de me remettre dedans. Surtout que le match suivant, c'est Natalya et Tamina contre Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres tag team féminins. Donc c'était vraiment pas ce match-là que j'avais envie de voir pour essayer de me remettre dans le show. Le heel contre heel, donc vraiment sympa. C'est vraiment le match où t'as vraiment pas envie de t'investir derrière quelqu'un. Donc franchement, super, un choix de merde hein, comme deuxième match. Hein. En tout cas, la bonne nouvelle. Hein, s'il doit y en avoir une, qui est quand même surprenante et dont je parlais tout à l'heure, bah pas de Reginald. Il était où Reginald? Bon bah voilà, bah, je sais pas s'il y a un problème, Covid ou je ne sais quoi, quel contact, mais rien du tout. Bon, on va dire que c'était étonnant, mais au moins c'est la bonne nouvelle, il ne nous fera pas chier. Voilà, ça au moins c'est la bonne nouvelle, même si ça n'a pas de sens qu'il soit absent. 14 minutes 19 le match. 14 minutes 19, j'ai trouvé ça vraiment long. Il y a quand même une certaine pop hein, assez étonnante de la part de Tamina lorsqu'elle rentre sur le ring. Une Baszler toujours aussi dangereuse hein, avec un gros coup de genou là qui était encore très stiff dans la bouche de Natalya. On aura vu d'ailleurs sa lèvre vraiment dans un sale état sur Twitter. Natalya qui se fera dominer hein, et la hit des championnes est d'ailleurs assez longue. Tandis que Tamina, elle fait dodo hors du ring. Tamina revient plus tard pour briser un pin de Jax sur Natalya. Tamina a le droit ensuite à son hot tag. Et ensuite, Tamina et Natalya attendent des heures le spot suivant, à savoir un crossbody de la troisième corde de Jax sur les deux à la fois, où Jax d'ailleurs retombe sur son genou, où elle semble s'être fait mal d'ailleurs. Drôle de voir d'ailleurs Natalya qui portait une grosse corde à linge à Baszler juste avant et de jouer alors la femme complètement ébranlée là juste en attendant le plongeon de Jax quoi. C'était vraiment pas crédible. Duel entre Jax et Tamina, entre les deux big women, avec Jax qui trash Tamina d'ailleurs, elle trash talk Tamina. Tamina qui porte un body slam, hein, vraiment très très laborieux, sur Jax, et qui est à deux doigts d'ailleurs de gagner, hein, j'ai failli y croire. Elle tente alors son Superfly Splash, hein, comme exactement la veille hein, lorsqu'elle avait gagné, et le public alors pop, mais Jax esquive, donc elle esquive le Superfly Splash. Finalement, Jax porte Natalya sur ses épaules, Baszler fait un blind tag, donc Natalya ne le voit pas, elle dégage Baszler, et elle enchaîne avec un sharpshooter sur Nia Jax, en pensant que Jax est la femme légale. Baszler arrive alors derrière avec une Kirifuda clutch sur Natalya, qui s'évanouit, et l'arbitre fait sonner la cloche, donc Baszler et Jax conservent leur titre. C'est quand même une surprise, je ne pensais pas qu'elles allaient conserver leur titre. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, en fait, après ce turmoil match, tout ce qui a été entrepris pour désigner de nouvelles challengers, et ben tout ça pour que les championnes conservent. Ben voilà, ça valait bien la peine. Le soufflet retombe vite, et finalement Tamina n'aura eu qu'une partie de son WrestleMania Moment, hein, c'est-à-dire sa victoire la veille, quoi. Mais alors là, ouais, un petit peu de pop, mais pas la victoire quoi, donc c'est un WrestleMania Moment qui est on va dire incomplet pour Tamina. Je trouve ça un peu dommage, ils sont passés à côté d'un truc. Ça aurait au moins donné un peu de gaieté au public si elle avait gagné son premier titre hein, quand même à la VVE depuis le temps qu'elle est là, en dehors bien sûr du titre 24/7 hein, évidemment ça compte pas hein. Match beaucoup trop long pour ce que ça a été hein. Franchement je l'ai trouvé trop long, difficile de s'investir dans un match heel contre heel en plus, même si voilà Natalya Tamina, allez on va dire qu'elle joue un petit peu plus les faces dans ce match, mais vraiment de façon artificielle. Il n'y a pas eu grand chose à un niveau en plus build-up pour s'investir, à l'image de toute la division tag team féminine. Baszler aura tout de même au moins eu sa victoire à WrestleMania, c'est à souligner, mais en même temps, après sa défaite l'année dernière d'ailleurs, mais en même temps, elle reste championne tag team quoi. Donc elle est toujours dans son placard des tag team qui confirme que son push solo, c'est pas demain la veille. Donc là, je pense que elle va rester bien sagement enfermée dans ses tag teams. Peu de bons catch quand même à se mettre sous la dent dans ce match. Je lui donne donc un 2,5, donc une note similaire à celle du match Turmoil de la veille et de tout son booking depuis des mois. Hein. Donc c'est un peu un package, hein. C'est une note un peu package de tout ce build-up plus match quoi. Et donc on aura vraiment eu aussi bien le Turmoil que le match de championnat auront été vraiment parmi les moments faibles de WrestleMania. Hein. Match suivant, Kevin Owens contre Sami Zayn, donc avec Logan Paul, invité d'honneur de Sami Zayn. Et qui a d'ailleurs, Sami Zayn fait une promo pour présenter son invité d'honneur, donc Logan Paul, qui sera donc finalement ringside hein, pendant le match, hein, assis sur un fauteuil,
Aucune pop d'ailleurs pour Logan Paul, hein, c'est vraiment dire sa popularité. Euh, le public s'en battait véritablement les couilles. Bonne pop par contre pour Kevin Owens, hein, qui était avec sa famille, d'ailleurs sa femme et sa fille, hein, qui étaient près du ring. 9 minutes 17, ça c'était l'un des problèmes du match, 9 minutes 17. Le match commence fort avec un pop-up powerbomb de Kevin Owens, hein, dès le début. On n'est pas passé loin du squash, hein, sur ce coup-là, mais Zayn est ensuite parti à l'extérieur. Il y a un gros brainbuster de Zayn sur l'éperon du ring, ça c'était un beau move, hein, qu'il avait déjà porté sur Daniel Bryan à SmackDown d'ailleurs. Cole qui confond alors le Blue Thunder Bomb avec le Michinoku Driver. Bon, merci à Corey Graves de l'avoir corrigé. De beaux enchaînements de Sami Zayn, hein, à noter. Le Blue Thunder Bomb, hein, qui est cette fois-ci vraiment porté, un Exploder, une Dragon Suplex et à nouveau un Brainbuster au milieu du ring. Superbe Helluva Kick de Zayn, porté très vite, avant même que Owens n'ait eu le temps de l'esquiver. Hein, c'est vraiment une référence d'ailleurs à Battleground 2016, comme l'avait dit d'ailleurs JBL, qui était au commentaire. Kevin Owens portera 2 super kicks avant d'achever Sami Zayn tranquillement avec un stunner. Owens remporte donc sans surprise ce match, hein, voilà, comme prévu, comme je vous l'avais dit. Pas étonnant. On aura Logan Paul ensuite qui viendra voir Sami Zayn post-match et qui va parce qu'il tendra aussi il tendra la main à Kevin Owens pour le féliciter. Du coup, ça énerve Zayn, quoi, forcément. Paul le repousse. Zayn s'en va. Paul alors lève le bras de Kevin Owens et on devine alors facilement la suite avec un segment très Stone Cold. Stunner de Kevin Owens sur Logan Paul, qui était plutôt, on va dire, bien vendu par Paul. Et évidemment, le public pop, ça c'était sûr. Ça a fait évidemment un WrestleMania moment pour mériter pour Kevin Owens, hein, après la victoire, avec la victoire en plus, hein, donc quand même, à Mania. Voilà encore la récompense d'un super job avec Reigns notamment. C'est ça Mania, quoi. C'est ça Mania. On distribue les récompenses à ceux et celles qui ont bien travaillé durant l'année, quoi. Donc match assez cool. Malgré mes craintes, hein, liées à Logan Paul, qui heureusement ne sera pas intervenu et qui finalement n'aura pas servi à grand chose, hein, si ce n'est à se prendre un stunner. Voilà. On va dire que ça sera son petit WrestleMania moment à lui, voilà. Mais sinon, elle n'aura vraiment pas fait grand-chose. Et puis, pas le documentaire n'aura pas été révélé. J'attendais quand même peut-être des images supplémentaires. Bon, rien, toujours rien, on attend. J'espère qu'on le verra un jour. Sami Zayn, en tout cas, aura fui au début, mais au début du match, mais elle aura quand même également proposé du bon catch. Hein, j'avais peur qu'il fasse le coward du début à la fin, donc il aura quand même montré aussi de bonnes choses. Donc, et offert évidemment un match vraiment de bonne qualité. Évidemment, les deux hommes se connaissent sur le bout des doigts. Mais évidemment, le problème, c'est que le match est bien trop court et il aurait pu être bien meilleur avec du temps en plus et un peu plus d'épicness, on va dire. Donc ça sera donc pas au niveau du match de Battleground 2016, ça c'est sûr. Et je vais lui donner un 3,5, hein, parce que c'est quand même un bon match qui aurait pu être encore meilleur. C'est ça qui est un peu frustrant. Mais peut-être que ça a manqué de développement, de build-up parce qu'ils l'ont fait aussi tardivement le build-up, et peut-être que il aurait pu être un peu plus long avec un peu plus de storytelling autour de cette rivalité. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon match de catch. Voilà, et les deux ont très bien joué leur rôle. Et voilà, et il n'était pas aussi nul qu'on aurait pu aussi le penser. Voilà, à cause de Logan Paul et évidemment du côté coward de Zayn. Allez, match suivant, Sheamus contre Matt Riddle pour le titre des États-Unis. Riddle arrive, hein, sur sa brotinette, hein, ça c'est comme ça que je l'appelle, la brotinette, et sur des oiseaux qui portent évidemment des chapeaux de pirates avec le logo WrestleMania dessus. Ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça complètement what the fuck. 10 minutes 52, voilà, durée pas très longue. Le match commence déjà très virilement, hein, avec une domination de Sheamus. Superbe belly to belly de la troisième corde de la part de Riddle, hein, qui rappelait presque un Spanish Fly. Riddle portera même un jackhammer, hein, toujours une façon de narguer Goldberg à distance, hein, même si il a dû s'y prendre à 2 fois, hein, quand même pour soulever Sheamus. Donc bah, on va leur donner rendez-vous à SummerSlam, hein, Riddle et Goldberg, hein, peut-être. Il a encore un match à faire, hein, a priori, en 2021, hein, donc Goldberg. Un beau floating bro de Riddle à l'extérieur, hein, avec appui sur les cordes, suivi d'un deuxième, mais de la part à partir de la troisième corde, donc dans le ring cette fois-ci. Mais tout ça, ça ne suffira pas. Hélas, Sheamus botchera son white noise de la troisième corde avant de le porter sur le ring.
et d'improviser du coup probablement avec une descente du genou de la troisième corde, histoire de quand même de faire un bon move aérien à la place. Sheamus tentera un Brock Kick qui est évité par Riddle. Riddle tente alors un Final Flash, donc un gros coup de genou, mais qui est contré par Sheamus. Riddle alors s'élance dans les cordes pour un springboard moonsault, mais Sheamus le cueille avec un énorme Brock Kick en plein vol, ce qui rappelait un peu le move entre Cole et Ricochet. Hein. C'était vraiment ça m'a rappelé ça. Et bah là-dessus, victoire de Sheamus. C'était mon pronostic dans un pronostic qui était vraiment dur à faire. Hein. Je vous disais que voilà, je donnais une courte tête Sheamus vraiment, mais sans vraiment certitude. Et je vous disais que bah, si j'avais changé de pronostic, je vous le dirais dans ma vidéo review. Et ben je peux vous dire que je ne l'ai pas changé. Finalement, j'ai maintenu ce pronostic. Et bien j'ai bien fait parce que je croyais véritablement en la récompense de Sheamus pour ses 6 mois de qualité, son meilleur run probablement à la VVE, et à l'instar de Kevin Owens, hein, comme je le disais auparavant, on remercie un lutteur qui aura vraiment livré de super matchs dans le passé. La bouche de Riddle aura vraiment fini en sang, en tout cas, il n'aura pas fait semblant Sheamus. Hein, le ralenti quand même sur le finish est incroyable. Bravo aux deux hommes, hein. C'était un super match, vraiment encore un bon bourre-pif, et à chaque fois, leurs confrontations sont bonnes. J'avais confiance en eux hein, pour réitérer la même perf à WrestleMania, mais vraiment à Raw, on les a vus plusieurs fois s'affronter, c'était toujours très bon. Et donc le match, vraiment brutal, aérien, avec de la soumission et un super finish. Que demander de plus? C'était très bien, le match était d'une durée très correcte, ni trop court ni trop long. Le botch de Sheamus hein, sur le White Noise en devient secondaire, hein, c'était pas très grave. Je leur donne un 3 3 quarts, voilà, 3 étoiles 75, ça les vaut, c'était vraiment un chouette match. Je peux pas donner 4 parce qu'il aurait fallu que le match soit un poil plus long. Je suis vraiment content pour Sheamus qui mérite ce titre, même si c'est le heel ici. Hein, mais là voilà, ça donne quand même quand même un petit feel good moment quand même pour ceux qui en tout cas ont apprécié le Sheamus qu'on a vu ces derniers temps. Et j'en fais partie de cette catégorie. Et donc du coup je me sens content, je me sens satisfait et content pour lui quoi. Voilà. Tout simplement, vraiment, c'était cool. Maintenant, on verra ce qui attend Sheamus. Peut-être Damien Priest, hein, par exemple, ou Keith Lee, dont on attend le retour. Allez, match suivant. Big E contre Apollo Crews pour l'Intercontinental Championship dans un Nigerian Drum Fight. Hein, donc une stipulation qu'on ne savait pas vraiment encore ce que ça allait donner. Hein. Il se disait que personne ne savait véritablement de quoi il retournait. Même si on pouvait quand même deviner que ce serait plutôt un street fight ou un no holds barred match avec des instruments de musique, hein, notamment des drums, enfin donc des tambours, des tam-tams quoi. Et effectivement, ce fut bien le cas ici, avec aussi d'ailleurs un gong, des kendo sticks et des tables. Là, il y en avait pas mal. Apollo Crews arrive seul hein, sur le ring, il faut le dire. Donc les militaires à ce moment-là sont définitivement enterrés et c'est tant mieux. Hein, ça c'était pas une bonne idée. Big E arrive sur son thème, hein, Feel the Power, interprété par Wale, hein, donc le rappeur quand même plutôt connu. L'outfit hein, quand même de Big E me rappelait un peu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Hein. C'était drôle, du coup ça donnait l'impression d'un match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire quoi. Le match n'aura pas été très long, hein, vraiment très très court même, 6 minutes 49. Ça, on en reparlera. Échange de coups de kendo stick dès le départ, hein, dès le début du match. Hein, ça commence fort. Gros plongeon suicide hein, habituel de Big E à l'extérieur, hein, comme à son habitude. Hein, il était beau, mais il était peut-être beau, mais quand même, un Big E a encore bien touché les cordes au passage. Ça me fait toujours autant peur, hein, parce que là, il y a un jour où il va y avoir un drame. Hein. Ça, c'est ça qui me fait peur. Il y a un beau Death Valley Driver hein, d'Apollo Crews sur les prônes du ring. Il y a un rappel de la storyline quand même avec une tentative d'écrasement de la part de Crews sur Big E à l'aide des escaliers, hein, comme évidemment lorsque Crews avait blessé Big E il y a quelques semaines de cela, hein, pour ce qu'il avait absenté pendant 2 semaines. Mais Big E donc avait esquivé cette fois-ci. Un énorme Orinagi de Big E qui fait passer Crews directement hein, et durement sur les escaliers. Hein. On a vu son bras gauche hein, qui s'était quand même bien amoché hein, sur la réception. Big E évite un frog splash de Crews à travers la table. Du coup, c'est Crews qui s'écrase dessus. Big E porte alors un big ending. Mais surgit de nulle part Babatunde! Non! Dabakato! Non! Commander Aziz! Commander Aziz! Le nouveau nom de Dabakato, donc, qui, il faut le rappeler, est polonais par sa mère, mais nigérian par son père, qui arrive de façon inattendue
pour porter un Samoan Spike à la manière de d'Umaga, hein, ça c'était sympa, et même on devrait même plutôt dire un Nigerian Spike, hein, du coup, et il porte ensuite un Shock Slam à Biggie. Aziz, du coup, hein, comme il faut l'appeler, dépose Cruz, qui était encore sonné, sur la carcasse de Biggie, et pour faire le pin, 1, 2, 3, and New Intercontinental Champion Apollo Crews, et oui, ça y est, c'est fait. Bah, c'était mon pronostic, hein. Bah, pareil que pour Sheamus, hein, je vous avais dit que si je changeais d'avis, je vous le dirais. Je n'ai pas changé d'avis non plus, finalement, je suis resté sur le choix Apollo Crews, même si j'avais beaucoup hésité, parce que finalement, je me disais, bon, je voyais mal Apollo Crews perdre dans sa propre stipulation, quand même, qui correspond, on va dire, à une stipulation, on va dire, ancestrale. Après avoir échoué à plusieurs reprises, en plus, hein, quand même, à plusieurs reprises pour le titre, notamment face à Biggie. Donc je me disais, si on insiste comme ça, c'est peut-être pas pour rien. Et puis en plus, ça aurait foutu en l'air son push, quoi, et son repackaging, hein, qui venait de débuter. Donc ça aurait été quand même bizarre. Mais ce qui est drôle, c'est que même, j'ai pensé à Dabakato en plus dans ma vidéo pronostic, j'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé trop tard. Et je me suis dit, putain, et s'il intervenait dans le match, le Steel Cage match entre Braun et Shane McMahon, puisqu'effectivement, on se souvient que Dabakato, c'était un peu le boss de fin de Raw Underground, donc Raw Underground dont Shane McMahon était le boss. Et donc, on avait terminé avec Braun Strowman qui avait vaincu le boss de fin d'Abakato assez vite, hein, d'ailleurs il l'avait un peu humilié, et c'était la dernière fois qu'on avait vu d'Abakato à l'écran. Et donc je m'étais dit peut-être que d'Abakato ferait partie de la stratégie de Shane McMahon. Et ben finalement non, il n'est pas paru, mais pas dans le match auquel on aurait pensé. Alors oui, c'est vrai que il a des petites origines, il a des origines, oui, comme je vous ai dit, il est nigérian par son père, polonais par sa mère. Donc à la VV, on aime bien procéder comme ça avec les origines. Donc bah ça aurait pu nous aiguiller, mais franchement j'y avais pas pensé. Et voilà quoi, c'est quand même incroyable. Mais je pensais pas le voir intervenir dans ce match quoi. Ça a été la surprise, ça c'est sûr. Maintenant bon bah ça fait ça fait encore un énième duo un peu en mode Michaels Diesel quoi. Déjà qu'on a AJ Styles Omos à Raw, on aura un peu la même chose, hein, le pendant côté SmackDown quoi. Omos d'ailleurs Aziz, hein, c'est vraiment le Nigeria qui est en force dans ce WrestleMania, hein, c'est incroyable. Hein. Plus un match qu'il aurait dédié, hein, qui est dédié au pays. Hein. Le match en lui-même, bah, je suis assez frustré. Je suis frustré parce que ils avaient évidemment beaucoup à se faire pardonner après le botch de Fastlane, qui avait duré un match qui avait duré que 5 minutes, et malgré la stipu qu'on a ici, quand même, qui est un match voilà, street fight et tout, donc c'est en général des matchs qui appellent à un certain développement, et ben le match n'aura même pas duré 7 minutes. C'est famélique, c'est juste pas concevable. Je ne comprends pas, c'est une durée qui est beaucoup trop courte. Les tam-tams en plus n'auront pas du tout servi, pas du tout, à part, ils auront servi de décor. Voilà. Alors que je pensais que voilà, il fallait s'envoyer la gueule dessus, je sais pas, qu'on pouvait passer la tête à travers la peau de tambour, justement, et pour avoir la tête à travers, quoi, sur ce genre de spot. Mais non, pas du tout. C'était que du décor. Tout ça pour ça, quoi. Alors que autant faire un street fight normal, quoi, ou un no holds barred. Bon, voilà. Ah, ils ont vraiment joué sur les origines, quoi, hein, pour inventer cette stipulation. Dommage parce que le match partait vraiment pas mal en plus, hein. C'était plutôt stiff, mais la fin arrive bien trop vite et me frustre au plus haut point, quoi. Donc un street fight de seulement 7 minutes, c'est vraiment pas possible, quoi. Donc je vais juste donner un petit 3 étoiles. Ça aurait pu être vraiment tellement meilleur. Et je suis encore frustré. Et voilà, au moins ils m'auront surpris sur la fin avec Aziz, donc commandant Aziz, qui aura tout de même été la seule arrivée surprise de ce WrestleMania quand même. Avec les Bella Twins, qu'on aura vu dans un segment avec Bayley. C'est dire. C'est quand même la seule intervention surprise. Ça c'est quand même. Voilà. Mais voilà, c'est quand même vraiment dommage parce que ils auraient vraiment pu faire 1000 fois mieux. Et je suis très frustré. Maintenant, bon bah ça annonce une continuité. Dans la feud, je suis quand même surpris parce que là encore, à l'image du Finn d'Orton, bah je pensais que ça allait conclure la rivalité. Ben non, même pas. Alors que t'as du Cesaro, t'as du Kevin Owens, hein, qui ont gagné leur match, hein, comme je l'indiquais dans ma vidéo prono, hein, je l'ai écrit un peu plus tard dans le visuel, enfin à la fin de ma vidéo prono, j'avais ajouté que effectivement Cesaro, vu qu'il avait de bonnes chances de gagner son match, il pouvait aussi être un candidat sérieux pour être adversaire de Cruz. Challenger de Cruz, dans l'hypothèse où Cruz devenait champion.
bah, c'était le cas justement. Donc Kevin Owens et Cesaro peuvent être aussi de bons adversaires, mais bon, malheureusement, pas encore, parce que bah, la feud ne semble pas terminer avec Big E. Donc on va se taper quoi? Big E contre Commando Aziz à WrestleMania Backlash? Ou alors encore un dernier match entre Cruz et Big E, quoi. Ça va devenir trop long là. C'est trop long. Bref, allez, match suivant. Asuka contre Rhea Ripley pour le titre féminin d'Euro. Asuka qui a une entrée assez classique, il faut le dire. Et le thème de Ripley, comme prévu, est chanté en live par Ash Costello. Hein. Brutality 13 minutes 28. Voilà, durée correcte, pas folle non plus. Superbe DDT porté par Asuka depuis l'éperon du ring, hein, vers l'extérieur, hein, ça a bien claqué. C'est un peu une sorte d'execution, hein, ça m'a rappelé ça. Edge qu'on retrouvera d'ailleurs juste après. Asuka porte un armbar, elle tente un Asuka Lock, hein, mais qui est retourné par Ripley, hein, pour contrer un peu comme le finish d'ailleurs de Becky sur Baszler l'an dernier quand elle s'était imposée. Asuka porte plusieurs kicks à la poitrine de Ripley qui en redemande même. Elle aime ça, elle aime la douleur. Asuka s'élance dans les cordes pour justement porter un autre kick, ou certainement un Shining Wizard, mais se fait contrer par un Riptide. Ripley s'impose comme ça, et oui, tout simplement, elle devient New WWE Women Champion d'Euro. C'était couillu, mais ils l'ont fait, comme Bianca Belair. Ils ont donné la ceinture à la nouvelle, à Rhea Ripley, alors qu'elle vient à peine d'arriver dans le main roster. C'était mon pronostic, je trouvais ça logique, et il le fallait, je pense, parce que le règne d'Asuka, il faut le dire, il avait assez vécu, et il fallait passer à autre chose, même si c'est triste, hein, pour elle, mais ça se termine c'est triste que ça se termine, mais bon, à un moment donné, tout règne à une fin. Voilà. Pas de post-match à signaler d'ailleurs, hein, pas de Becky, pas de Charlotte, pas de Ronda, hein, ça c'est un peu dommage, mais forcément, je pense à une Charlotte, hein, qui viendra sûrement un jour confronter Ripley, si ce n'est peut-être à Raw cette semaine, pour la revanche de WrestleMania 36. Le match était en tout cas vraiment très très bon, brutal, avec de la soumission, de beaux moves. J'aurais peut-être aimé un peu plus d'epicness, un peu comme Owen Zane, avant que le finish n'arrive et ne conduise à la perte donc du titre d'Asuka. Le cheminement a fait que le Riptide m'a paru peut-être arrivé un peu vite. C'est dommage. Ça aurait mérité par exemple, hein, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, que le Riptide soit d'abord annulé par un pied dans les cordes d'Asuka, hein, pour briser le tombé, afin de prolonger le match, jusqu'à ce que l'ultime Riptide arrive plus tard, voilà, pour que ce soit un peu plus épique. Mais à part ça, voilà, à part cette critique, c'était propre et Ripley est déjà bien installé dans le main roster. C'est un vrai symbole de l'avoir avec Belair quand même titré dans le main roster, hein, deux championnes venues de NXT. C'est un peu la revanche de NXT donc par rapport à WrestleMania 36, hein, où Baszler, Ripley avaient toutes les deux perdu. Donc et ça nous changera un peu, comme je disais tout à l'heure, des Force Women et d'Asuka. Qui ont ultra dominé la division féminine ces dernières années. Ça fera du bien donc de voir de nouvelles têtes. Donc je suis content. C'était un bon match, mais qui est peut-être, ça m'a paru assez court. Voilà, j'aurais donné encore un peu plus de temps. Voilà. Mais en tout cas, attention à l'avenir de Ripley, car j'espère ne pas voir une Baszler bis. Hein, je reste prudent, vu que Vince et les filles un peu masculines, hein, c'est pas trop son truc, on le sait. Donc voilà, là, tant que c'est le début, ça va. Hein, tout est rose, hein, c'est l'amour fou, mais attention, dans les mois à venir. Hein, on a vu ce qui s'est passé avec Shayna Baszler. Et on va passer tout de suite au main event of the evening, un triple threat comptant pour le Blue Universal Championship entre Edge, Daniel Bryan et Roman Reigns. Donc avec Reigns, hein, qui aura fait une entrée toujours aussi longue, hein, il aura bien pris son temps. On lève la ceinture, il y a les Pyros, il y a Paul Heyman, il y a Jey Uso. Daniel Bryan arrive avec les Yes, hein, là plutôt une bonne pop du public, même si j'attendais un peu mieux quand même. Edge, bonne pop aussi, hein, peut-être la meilleure des trois d'ailleurs, lors de son arrivée. Tenue blanche, énormément de pyro, voilà, ça c'était une très très belle entrée. Je pense que c'était la meilleure des trois d'ailleurs. Alors dans le match, hein, Jey Uso qui intervient très tôt dans le match, hein, en attaquant Bryan à l'extérieur et en lui portant un super kick. Important un super kick à Edge, pardon. C'était vraiment, voilà, c'était à prévoir, hein, l'intervention de Uso, mais je la voyais pas aussi prématurée. Edge se reprend bien plus tard en balançant Uso contre les escaliers et en tamponnant Reigns contre le ring et la barricade à plusieurs reprises. Edge porte un execution, hein, sur Uso sur les escaliers, ce qui permettra du coup d'évacuer Uso pendant un bon moment du match, hein, tant mieux.
Mais malheureusement, ce passage, du coup, il ralentit le rythme du match. On a l'impression que le match est interrompu, alors que le match à ce moment-là n'avait pas encore véritablement pris son envol. Ça, c'est un peu dommage. Mais au moins, une fois que Uso est évacué, le match commence véritablement. Roman Reigns se prend à son tour un execution. Il y a un joli duel de spear, hein, entre Reigns et Edge, hein, qui était la bonne idée à faire. Spear contre spear, hein. Les deux se rentrent dedans, ils sautent au spear. Donc c'était un joli move, un joli spot, qui est une très très belle image. Brian essaye d'en profiter d'ailleurs avec deux flying headbutt, diving headbutt, hein, sur Edge et Reigns, mais en vain. Brian porte un yes lock sur Reigns, mais Edge brise la prise. Et à l'inverse, Brian porte un yes lock sur Edge, mais c'est Reigns qui cette fois-ci brise la prise, en enchaînant Brian de coups d'avant-bras assez stiff. Reigns porte un powerbomb à Brian sur la table des commentateurs, hein, qui s'écroule. Le public d'ailleurs huait Reigns avec des chants Roman sucks, Roman sucks, juste avant justement que Reigns ne porte le powerbomb sur la table. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, de voir Reigns quand même qui est plutôt hué à ce moment-là, qui au moins il n'a pas la réaction inverse, ce qui aurait été dommage après son heel turn. Pendant que Reigns se pavane, on a Edge, hein, qui surprend Reigns avec un joli spear, hein, avec prise d'appui sur les escaliers, hein, c'était un beau spot à voir. Edge ramène une chaise, Reigns l'en débarrasse, mais un pied de chaise demeure sur le ring, hein, parce que c'est tout ce que Edge peut retirer après que Reigns lui ait retiré des mains. Edge porte alors un crossface sur Reigns et vient récupérer intelligemment le pied de chaise qui restait pour le porter dans la bouche de Reigns, hein, pour apporter vraiment encore plus de pression. C'était plutôt bien joué de sa part. Brian vient bloquer alors le bras de Reigns pour l'empêcher d'abandonner, et il enchaîne aussi de son côté avec son yes lock. Donc il y a un duel yes lock crossface entre Edge et Brian. Du coup Reigns est doublement soumis. Donc c'était vraiment une très très belle image du match, avec Brian et Edge qui se repoussaient à coups de boule, en même temps qu'ils portaient leur soumission, hein. C'était l'une des images marquantes de ce WrestleMania 37 même. Brian matraque Edge et s'élance alors pour un running knee, mais Edge contre Brian avec un superbe spear. Il porte même un spear à Reigns dans la foulée. L'arbitre compte, mais Brian, donc Charles Robinson compte, mais Brian tire l'arbitre à l'extérieur comme un bon heel. Edge pète alors un câble et vient chercher une chaise pour frapper Brian et Reigns avec. Il prépare alors un concerto sur Brian et Reigns à la fois. Il réalise ce concerto sur Brian qui ne répond plus. Là, il est aux abonnés absents. Il prépare ensuite Edge un autre concerto pour Reigns, mais Uso is back, hein, pour intervenir, mais se prend un spear de la part d'Edge ainsi que plusieurs coups de chaise. Reigns du coup récupère et claque un énorme spear à Edge. Reigns se prépare alors à son tour pour un concerto sur Edge. Il le prépare et il le réussit. Il traîne alors le corps inerte de Edge sur Brian. Aussi bien Edge que Brian, hein, ont les épaules au sol. Et Reigns donc fait le tomber sur les deux à la fois. Il s'impose. Et voilà, il vient d'éliminer ses deux adversaires de façon implacable. Il confirme son statut de head of the table, hein, d'homme dominant et de roi incontesté de la WWE à l'heure actuelle, sans contestation possible. Voilà, ben, je n'aurais pas misé sur Reigns, hein, personnellement, d'autant que c'était un triple threat et que donc c'était l'occasion idéale pour que Reigns perde sa ceinture sans prendre le pin. Donc même pas de happy ending, hein, avec Brian qui gagne. Hein, ça c'est dommage, c'était mon pronostic un peu fou. Et puis Edge était favori dans les cotes, mais c'était pas une immense avance. C'était un peu la même surprise que lors du tout premier match, hein, de WrestleMania d'ailleurs, hein, entre Drew et Lashley. C'est drôle d'ailleurs de voir que le tout premier match et le tout dernier match, hein, de cette édition de WrestleMania auront été gagnés par les champions heel sans qu'on ait pu finir sur un moment de bonheur, quoi. Mais le finish fait que Edge, je pense, est loin d'être sorti du game et qu'on finira bien par avoir le Reigns versus Edge en 1 contre 1 qui n'a toujours pas eu lieu, tout comme possiblement aussi un Edge contre Brian. Le match était vraiment bon, en tout cas, il était enlevé, à suspense, violent, spectaculaire, voilà, dynamique. Brian aura encore joué à merveille son rôle d'underdog, mais Edge m'aura plutôt agréablement surpris en se montrant assez en jambes, j'ai trouvé, hein, plus que comme quand je l'ai vu face à Uso par exemple. Je déplorerais les interventions un peu trop nombreuses de Jey Uso justement pour pourrir le match. Ça permet une nouvelle fois à Reigns de s'imposer avec une aide extérieure.
donc ça fait quand même beaucoup, et la rage est à nouveau forte, hein, ça c'est sûr. Reigns aura pu aussi récupérer, hein, comme à chacun de ses matchs, et le fait de l'avoir dans un triple threat fait que bah, il a paru moins laborieux dans son match, avec des temps de récupération, notamment quand Edge et Bryan se sont confrontés, quoi. Bah, ce sera l'un des meilleurs matchs en tout cas de cette édition de WrestleMania, et je vais lui donner quand même un 4,25. Donc une bonne note, très bonne note. La construction du match est plutôt cohérente. Je trouve que chaque adversaire a été bien découpé. Chacun aura eu son moment à lui. Et on aura pu avoir de belles images avec toutes les combinaisons possibles d'affrontements entre les trois hommes. Voilà, toujours pas de Jimmy Uso, hein, c'est un peu l'Arlésienne. Décidément, sa convalescence prend plus de temps que prévu, quoi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le bilan de ce WrestleMania 37. Donc voilà, 1h20, hein, j'ai pas fait si long que ça finalement. Un show qui est globalement vraiment un bon show. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'était vraiment un bon show. J'ai eu du mal à départager d'ailleurs les deux nuits, hein, pour savoir laquelle était la meilleure des deux. Mais je donne quand même un léger avantage à la nuit 1, car elle contient quand même 3 matchs à au moins 4 étoiles. À savoir le Drew Lashley, le Cesaro Rollins et le Belair Banks, contre seulement un seul dans la nuit 2, donc le main event. Donc c'est ça qui me fait pencher plus pour la nuit 1 que pour la nuit 2. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment dans la nuit 1 avec de bons matchs, et même les matchs les moins intéressants qui sont finalement plutôt bien passés en général, mis à part le Turmoil match féminin. Même chose d'ailleurs pour le tag féminin dans la nuit 2, qui fera aussi partie des moments faibles de ce WrestleMania, tout comme le gros dud entre Le Finn et Orton, ça c'est un gros zéro pointé, et un Steel Cage match moyen, mais qui passe, allez, pas trop mal à l'arrivée, car il fut court et avec une fin qui ne part pas trop dans du grand n'importe quoi. La nuit 2 aura peut-être été plus compacte au niveau de la qualité des matchs, hormis les deux premiers bien évidemment. On navigue entre 3 étoiles et 4 étoiles 25, hein, pour les autres matchs. C'est plutôt solide. Et ça en fait une nuit 2 tout à fait correcte. Et qui déjà au moins aussi bonne, si ce n'est meilleure, que l'ensemble des pay-per-view de l'année à la WWE. Hein. Ah, rien que si on prend la nuit 2. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Je déplorerais quand même peut-être un manque d'arrivée surprise. Hein. Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey, Brock Lesnar, The Rock. Voilà, voir quelqu'un de NXT peut-être pour ses débuts, on sait jamais. Bref, une arrivée qui aurait pu faire popper la foule, quoi. Voilà, que ce soit un ou une ancienne, ou voilà, une nouvelle recrue, de NXT, on sait jamais. Et donc du coup, on se contentera juste du Commander Aziz et des Brie Bella venus interrompre Bayley, quoi. C'est quand même très 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 léger, hein, comme intervention, enfin comme arrivée surprise. Je donnerai 3 étoiles et demie à la nuit 2, donc, versus 3,75 à la nuit 1, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc je donne un poil moins. Mais si je devais faire la moyenne, donc du coup ce serait un 3,625. Mais j'ai quand même envie de saluer la qualité de ce pay-per-view. Et du coup, je ne vais pas me contenter de faire juste une petite moyenne sur 2. Je vais lui donner la note de 3 quarts. Donc je monte à 3 étoiles 75 pour l'ensemble de ce WrestleMania, nuit 1, nuit 2 comprise. Un très bon pay-per-view. Qui en fait selon moi l'un des meilleurs même WrestleMania depuis bien longtemps. Je remonterai peut-être à des souvenirs de WrestleMania 30, hein, évidemment, avec ce magnifique final, et 31, évidemment, avec un cash-in incroyable, pour en retrouver de ce niveau-là, en termes, on va dire, d'émotions positives et de bons souvenirs, de souvenirs marquants, voilà, parce que pour moi, ceux qui sont arrivés après étaient vraiment assez moyens, et il n'y avait pas assez de bons matchs, et de moments marquants à mon sens. Mais niveau in-ring pur, et densité de bons catch, cette édition de WrestleMania 37 dépasse la plupart des dernières éditions, malgré un Star Power quelque peu en baisse cette année, hormis dans le main event, hein, de la nuit 2, ça c'est sûr. Et comme souvent, hein, le WrestleMania des récompenses, hein, de fin de saison, hein, c'est ça aussi l'un des enseignements à chaque fois, hein, il faut le dire. Sheamus, Cesaro, Kevin Owens, Tamina même, et Apollo Crews, ceux qui ont... C'est-à-dire qu'on peut manquer de spotlight là depuis ces dernières années, et à qui on offre de bons moments, rien qu'à eux là, pour les féliciter de leur travail, de l'ombre,
notamment après avoir souvent jobé hein, pour la plupart d'entre eux. Voilà, c'est aussi ça WrestleMania. La part belle faite aussi à la nouvelle génération NXT côté féminin, Belair et Ripley, voilà, qui prennent un peu le flambeau et le relais des Four Horsewomen, des Four Horsewomen et d'Asuka, ça c'est cool. Par contre, bon, bah, les hosts, hein, Titus O'Neil et Hulk Hogan et tous les segments associés étaient franchement mauvais et pas drôles pour un sou, hein, probablement parmi les pires hosts qu'on ait eu à WrestleMania. D'ailleurs, le clip de WrestleMania 38 au Texas, bah, quand on voit Stone Cold, hein, je me demande si ce serait pas lui le host pour WrestleMania 38, voire Taker, mais je le vois moins dans ce rôle-là. Et puis, bah, sûrement aussi avec un Hall of Fame à la clé d'ailleurs pour Taker, qui est un Texan. Hein, tout comme Shawn Michaels, Mark Henry, enfin il y en a beaucoup. Voilà bah, pour le bilan de ce WrestleMania 37. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je vous invite tous à liker cette vidéo au plus grand nombre, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce WrestleMania aussi vous aura plu. On va attaquer une nouvelle saison. Donc avec Monday Night Raw, les retombées de WrestleMania, peut-être des nouvelles têtes, sait-on jamais, des suites de ce show, notamment ce qui se passe autour du Fiend, hein, même si ça me saoule vraiment dans les grandes largeurs. Que va faire Drew McIntyre? Va-t-il avoir sa revanche? Voilà, plein de choses à attendre. J'espère que ce Raw sera d'ailleurs de qualité. On en reparlera dans un gros mois, puisque c'est pas avant 5 semaines le WrestleMania Backlash, donc non pas Backlash mais WrestleMania Backlash le 16 mai. Donc on se retrouve donc quelques jours avant le 16 mai pour la grande vidéo pronostic. Voilà, en tout cas, je salue toujours tous mes potes, tous ceux avec qui j'ai suivi le show sur Discord, notamment Papy Catch, Jack Jones, Trafalgar. Je salue Enzo et Cody des Rebuts du Catch, Gino la main froide, Tonton Chris de la Team Catch-Up et tous ses camarades, et bien sûr FN Lutte, dont je suis l'un des membres actifs. Voilà, on se retrouve donc dans un gros mois pour la vidéo pronostic de Backlash. Passez une excellente semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo! Ciao à tous.